Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'hebdo de la nuit, il est 19h et vous écoutez Radioverse, la radio que tout le multiverse nous envie. Et ce soir, on pose le micro à Clisson. Je suis Mathieu, donc là, normalement ceux qui écoutent l'antenne habituellement sont au courant de vers quoi on va aller. Hop. Clisson, pas forcément sur une grande scène, hein, d'ailleurs pas forcément dans une autre VIP, hein, parce que vous connaissez tous le Hellfest, plutôt quelque part entre un type qui cherche son pote depuis 3 heures, une file d'attente pour des frites et quelqu'un qui vient de découvrir qu'un concert de Doom à 14h en plein soleil. Allez, c'est pas forcément une expérience spirituelle. Voilà, on est en plein Hellfest. Alors, si vous êtes écouté cette émission depuis le camping, depuis la voiture, depuis votre canapé ou depuis une table avec une bière un peu tiède, vous êtes au bon endroit. Sachez que cette émission est intégralement enregistrée parce que là, honnêtement, je ne sais pas dans quel état je suis ou je serai. Mais c'était moment de vous faire un petit point sur le Hellfest et qu'est-ce que c'est quoi le métal. Personne ne va sortir un tableur, hein, un pointeur laser ou un chapitre 1, les origines socio-économiques du riff saturé. Hein, on n'est pas là, on est sur Radioverse, hein, on a un peu de tenue. On va parler de simplement, effectivement, le Hellfest, c'est quoi? Le métal, ça vient d'où? Pourquoi il y a autant de genres? Pourquoi certains groupes chantent comme s'ils invoquaient un vieux démon humide dans une cave? Et pourquoi le festival attire maintenant des gens qui, il y a 15 ans, pensaient que Slayer était peut-être une marque de tondeuse? Et surtout, est-ce que le Hellfest est encore un festival mondial ou est-ce devenu une énorme machine culturelle, touristique, commerciale, spectaculaire? La réponse risque d'être un peu tout ça. On va se permettre d'aimer, de chambrer, de critiquer, de lever un sourcil, mais sans cracher dans la bière. Parce qu'au fond, même si le Hellfest change, même s'il grossit, même s'il devient parfois un parc d'attractions du gros son, une chose reste vraie, le métal ne mourra jamais. Il a survécu aux modes, aux procès d'intention, aux caricatures télé, aux clips improbables des années 80, aux cubes mulets, aux pochettes trop chargées, aux puristes et aux gens qui disent c'est pas de la musique. Le métal à la peau épaisse, on commence avec le grand-oncle qui sent l'essence, le cuir et la mauvaise décision prise à 2 heures du matin. J'ai nommé Motorhead. If you like to gamble, I tell you I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. The pleasure is to blame. Make no difference what you say. Déjà, on triche un peu. Motorhead, ce n'est pas exactement du heavy metal, pas exactement du punk, pas exactement du hard rock. C'est une grenade rock'n'roll avec une base beaucoup trop forte. Mais c'est parfait pour commencer parce que le métal, justement, n'a jamais été une chose bien rangée. Vu de loin, le métal, c'est simple. Des guitares saturées, des cheveux, des cris, des t-shirts noirs, des crânes, des dragons, des croix, des zombies, des vikings. Parfois les 4 dans la même pochette. Vu de près, c'est une ville entière. Il y a des quartiers, le heavy metal classique, le thrash, le death, le black, le doom, le stoner, le hardcore, le new metal, l'indus, le metal progressif, le folk metal, le metal symphonique, le metalcore, le sludge, le greencore et quel cruel ou même Google Maps refuse de s'engager. Pour quelqu'un qui découvre, ça peut donner le vertige. Au Hellfest, tu peux passer d'un groupe très mélodique à un groupe tellement brutal que ta boisson gazeuse perd ses bulles par peur. Mais il ne faut pas se laisser intimider, le métal ce n'est pas une compétition de pédigré. Pas besoin de connaître tous les albums, tous les batteurs, tous les changements de chanteurs et toutes les démos parues en cassette en 1987 dans une cave finlandaise. On peut entrer par une chanson, un riff, une ambiance, un concert vu par hasard. Le métal, c'est souvent ça. Tu ne comprends pas tout, mais ton corps comprend avant toi. Et pour savoir pourquoi cette musique sonne comme elle sonne, il faut aller vers les débuts. Pas le début absolu, parce qu'on pourrait remonter au blues, au rock'n'roll, aux musiques ouvrières, aux amplis qui chauffent, aux accidents techniques. Le grand nom de départ, celui qu'on ressort toujours, c'est celui-là. Finished with my woman 'cause she couldn't help me with my mind. People think I'm insane because I am frowning all the time.
Black Sabbath, c'est la cave. Le point de départ sombre, lourd, anglais, industriel, Birmingham, début des années 70. Une ville qui n'a pas exactement été conçue par un office de tourisme sous euphorisant. Sabbath apporte au rock une couleur plus noire, des riffs pesants, une ambiance inquiétante, une impression de menace qui n'a pas besoin de courir pour te rattraper. On n'en racontera jamais assez, mais le son de Black Sabbath, c'est Tony Iommi qui s'est coupé un petit bout de doigt et qui a dû se baisser la tension d'une des cordes pour pouvoir la jouer. Et voilà. Comme quoi, le heavy metal, ça tient à très peu de choses, à un accident industriel. Mais ensuite, le métal va se structurer et là arrive le métal classique. Judas Priest, par exemple. Avec Judas Priest, le métal trouve une partie de son uniforme, cuir, clou, moto, attitude, riff plus net, voix haut perché, morceaux plus directs. Le heavy metal, c'est souvent le genre qui donne les hymnes, des refrains gueulés, des guitares jumelles, des solos qui partent devant comme des motos sur autoroute, des pochettes parfois très sérieuses, parfois délicieusement excessives. C'est aussi le moment où le métal commence à assumer son théâtre, parce que le métal est une musique sérieuse, mais rarement une musique sobre. Il y a toujours un peu de mise en scène, un peu de posture, un peu de grands gestes. Même quand il parle de choses graves, il le fait souvent avec un goût pour l'exagération. Le métal ne dit pas je suis contrarié, il dit le ciel s'ouvre, les armées arrivent et j'ai branché deux amplis. Le heavy metal, c'est une sorte d'entrée idéale pour un public pas forcément connaisseur. Ça reste mélodique, énergique, souvent très lisible. Et puis Judas Priest, ça se mérite, tu comprends vite le principe. Outre le fait que Rob Halford a été l'un des premiers artistes de métal à assumer son homosexualité, ce qui l'a mis tout de suite dans les livres d'histoire. Ce n'est pas fait pour rester assis gentiment avec les mains croisées. On reste dans le métal classique, mais on change de décor. Avec Iron Maiden, le métal prend une dimension presque romanesque. Iron Maiden, c'est le groupe qui te donne l'impression qu'un cours d'histoire, une BD fantastique, un film de guerre, un roman d'aventure et un solo de guitare ont décidé de partir ensemble en tournée. Il y a Eddie, leur mascotte, il y a les pochettes, il y a les refrains, il y a cette basse qui galope, il y a des morceaux sur l'histoire, la guerre, la littérature, les mythes, les cauchemars. Et c'est là qu'on comprend un truc essentiel. Le métal n'est pas seulement une musique de colère, c'est aussi une musique d'imaginaire. On parle beaucoup du côté sombre, violent, agressif, mais le métal est rempli d'évasions. Des mondes anciens, des monstres, des batailles, des prophéties, des figures historiques, des paysages impossibles, des héros fatigués. Des avions, des pyramides, des enfers, des planètes mortes. Ce n'est pas un hasard si le public métal aime souvent le cinéma de genre, la fantasy, l'horreur, la SF, les jeux vidéo, les pochettes chargées, les logos compliqués. Le métal fabrique des images. Au Hellfest, ça se voit partout. Les scènes, les décors, les costumes, les t-shirts, les tatouages, c'est une culture visuelle autant qu'une culture musicale. Et Iron Maiden reste l'un des meilleurs exemples de cette dimension épique. On ne peut ne pas être spécialiste. Mais quand un refrain de Maiden part dans une foule, on comprend assez vite pourquoi ce groupe a traversé les décennies. White man came across the sea. He brought us pain and misery. He killed our tribes. He killed our creed. He took our game for his own need. We fought him hard. We fought him well. Out on the plains, we gave him hell. But when it came to much for Queen, oh, will we ever be set free? Là, on change de vitesse. Ah, le thrash metal arrive dans les années 80, avec une idée assez simple. Et si on jouait plus vite, plus sec, plus nerveux? Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, les quatre noms reviennent souvent. On les appelle le Big Four du thrash américain. Le thrash, c'est le métal qui se rapproche du punk par énergie, mais qui garde la précision et les riffs du métal. Ça parle d'aliénation, de guerre, de contrôle, de folie, de société qui broie, d'autorité, parfois de politique. Le son est plus tendu, moins chevalier dragon, plus béton, colère, urgence. Metallica a évidemment eu un rôle immense avant de devenir le groupe planétaire que tout le monde connaît. Metallica était une machine à riff très rapide, très agressive, très affamée. Et même si certains puristes aiment découper leur carrière au scalpel, on peut reconnaître une chose. Metallica a servi de porte d'entrée à des millions de gens. Beaucoup de personnes sont arrivées au métal avec eux. On peut les avoir découverts à 13 ans, en douce, dans une chambre, avec le sentiment que quelqu'un venait enfin de mettre du son sur une agitation intérieure qu'on ne savait pas nommer. Le thrash, c'est ça. Une tension qui prend forme, une musique qui ne te dit
pas, calme-toi. Elle te dit viens, on va courir dans le mur, mais avec un bon rythme. Pour les non-initiés, on entre dans une zone qui peut surprendre. Le death metal. Déjà, le nom ne vend pas exactement une promenade au bord du lac. Le death metal, c'est plus brutal. Les guitares sont plus épaisses, la batterie plus intense, les voix plus gutturales. On n'est plus dans le chant clair façon hymne, on est dans une zone qui devient presque un instrument de texture. Au début, ça peut faire rire, peur ou les deux. On entend un chanteur grôler et on se demande s'il a besoin d'un micro ou d'un gastro-entérologue. Mais il faut dépasser le premier choc. Le death metal peut être très technique, très composé, parfois même presque jazz dans sa complexité. Mais si c'est un jazz qui aurait grandi dans une morgue avec des pédales de distorsion. Un groupe comme Death est essentiel. Chuck Schuldiner, son leader, a fait évoluer le genre d'une brutalité primitive vers quelque chose de plus technique, plus mélodique, plus progressif. Le death metal, ce n'est pas seulement faire le plus violent possible, c'est une manière de travailler la densité, la précision, le chaos contrôlé. Sur scène, quand c'est bien fait, c'est impressionnant. Pas forcément confortable, pas forcément aimable, mais impressionnant. Et au Hellfest, c'est souvent du côté de l'altar que ce genre trouve sa maison. L'altar, c'est un peu la salle des machines. Tu y entres avec des oreilles, tu en ressors avec des souvenirs de batterie dans les côtes. Après les deaths, le black. Là aussi, attention aux clichés. Le black metal traîne une réputation chargée. Scandale, provocation, imagerie satanique, corpse paint, forêt norvégienne, cris glacés, sont volontairement sales sur certaines productions. Il y a une part de folklore, une part de réalité, une part de théâtre et quelques histoires franchement sordides dans les débuts de certaines scènes. Mais musicalement, le black metal ne se résume pas à 3 types maquillés qui font la tête dans les bois. C'est une musique d'atmosphère. Le son est souvent plus froid, plus aigu, plus abrasif que le death metal. Les voix sont criées plutôt que gutturales. Les guitares peuvent créer une sorte de mur sonore, une tempête continue. Le black metal cherche parfois moins le coup de poing que l'état de transe. C'est une musique qui peut sembler hostile, mais qui vise souvent une sensation. Le froid, le vide, la solitude, le sacré abîmé, la nuit. Au Hellfest, la temple porte bien son nom. On n'est plus seulement dans le concert, on est parfois dans une sorte de rituel électrique. Pour un public non connaisseur, le black metal peut être l'un des genres les plus difficiles à aborder, mais aussi l'un des plus fascinants visuellement. Les lumières, les fumées, les silhouettes, les rythmes rapides, les cris, même sans tout aimer, on peut comprendre la puissance du tableau. Et si vous tombez là-dessus au festival par hasard, restez 10 minutes. Pas forcément pour devenir fan, juste pour voir ce que ça fabrique dans l'air. Après la vitesse, la lenteur. Allez, le doom metal revient à une partie de l'ADN de Black Sabbath. La lourdeur, la lenteur, le riff massif, l'ambiance plombée. Là où le thrash accélère, le doom ralentit. Et ce ralentissement change tout. Un riff lent peut devenir énorme. Chaque coup de batterie prend de la place. La basse devient presque physique. La musique avance comme une procession de camions dans le brouillard. Le stoner, lui, ajoute souvent une couleur plus psychédélique, plus désertique, plus enfumée. On pense aux grands espaces, aux amplis vintage, aux sons qui ronflent, aux morceaux qui prennent le temps de s'installer. Ce sont des genres qui parlent moins par démonstration que par immersion. Ce n'est pas toujours spectaculaire au sens classique, mais quand ça fonctionne, on se retrouve pris dans une masse sonore. Au Hellfest, la vallée est souvent le coin parfait pour ça. Tu arrives parfois en plein après-midi, tu as trop marché, tu ne sais plus si tu as faim, soif ou juste besoin de t'asseoir. Et là, un groupe balance un riff tellement lourd que ton cerveau décide de poser un congé. Electric Wizard, par exemple, c'est un mur. Pas un mur propre, pas un mur repeint, un vieux mur noir humide qui vibre depuis 1971. On quitte les brumes de la vallée pour aller voir un coin plus frontal, la Warzone. La Warzone au Hellfest, c'est le territoire punk, hardcore, crossover, parfois metalcore. Ici, on n'est pas forcément dans les dragons, les solos ou les grandes fresques, on est dans l'impact. Le hardcore, c'est direct, ça parle souvent de colère sociale, de survie, de loyauté, de rue,
de blessures personnelles, de refus de se coucher. Les morceaux sont parfois courts, les refrains sont faits pour être criés en groupe, le public bouge beaucoup, la fosse peut sembler impressionnante. Pour quelqu'un qui découvre un concert hardcore, peut donner l'impression qu'une bagarre a commencé et que tout le monde est d'accord avec le règlement intérieur. Mais là aussi, il y a des codes. Les gens tombent, on les relève. Ça pousse, ça saute, ça s'agite, mais il y a souvent une forme de solidarité physique. Le hardcore, c'est une musique de corps, moins cérébrale que certains genres de métal, plus immédiate, plus brute. Hatebreed, c'est un bon exemple de cette énergie de bloc. Pas de détour, pas de dentelle, le message arrive avec les chaussures de sécurité. Au Hellfest, cette scène rappelle que les musiques extrêmes ne viennent pas seulement de métal. Elles viennent aussi du punk, des squats, des petites salles, des scènes locales, des gens qui sont préférés monter un groupe plutôt que de tout avaler en silence. Now is the time for me to rise to my feet. Wipe your spit from my face, wipe these tears from my eyes. Now is the time for me to rise to my feet. Wipe your spit from my face, wipe these tears from my eyes. I've got to take my life back, one chance to make it right. I'm gonna have my voice be heard and bring meaning to this life. Cause I'm trusted for nothing. I've been led astray. I've been tried and tested, but I won't accept defeat. Now I've done things I regret, and it's time to reverse the roles. Now I just wanna make good on all the promises I have made. I will be. I will be. I will be heard. I will be. I will be heard. Now is the time for me to rise to my feet. Wipe your spit from my face with these tears from my eyes. For the worst, we prevail, so our voices will be heard. For the worst, we prevail, so our voices will be. Now is the time for me to rise to my feet. Wipe your spit from my face, wipe these tears from my eyes. Now is the time for me to rise to my feet. Wipe your spit from my face, wipe these tears from my eyes. I've got to take my life back, one chance to make it right. I'm gonna have my voice be heard and bring meaning to this life. Cause I'm trusted for nothing, I've been led astray. I've been tried and tested, but I won't accept defeat. Now I've done things I regret, and it's time to reverse the roles. Now I just wanna make good on all the promises I have made. I will be. I will be. I will be heard. I will be. I will be heard. Now is the time for me to rise to my feet. Wipe your spit from my face with these tears from my eyes. I will be. On arrive maintenant sur un terrain miné. Le nu metal. Ah, pendant longtemps, le nu metal a été le cousin gênant à table. Celui que les touristes regardaient de travers parce qu'il mélangeait metal, rap, groove, DJ, baggy, clip MTV, refrain adolescent et gros malaise existentiel en pantalon large. Korn, Deftones, Limp Bizkit, Linkin Park, Slipknot, dans une certaine mesure, chacun a fait autre chose, chacun avait son identité, mais ils ont tous été rangés dans cette grande vague, fin 90, début 2000. Et franchement, il est temps d'être moins snob. Le nu metal a amené énormément de gens vers les musiques lourdes. Il parlait à une génération qui n'avait pas forcément grandi avec Iron Maiden ou Judas Priest. Une génération plus marquée par MTV, le rap, les jeux vidéo, le skate, les angoisses adolescentes, les familles éclatées, la rage intérieure plus intime que guerrière. Korn, par exemple, a apporté quelque chose de très personnel, de malade, de tornu, de vulnérable. Ce n'est pas du heavy classique, ce n'est pas du trash, ce n'est pas toujours très noble selon les critères des gardiens du temple, mais c'est une vraie porte d'entrée émotionnelle. Et aujourd'hui,
On voit bien que cette période revient. Les gens qui ont grandi avec ces groupes sont adultes. Ils ont parfois des enfants, un crédit immobilier, des douleurs cervicales, mais quand le riff part, ils retrouvent le vieux démon du survêt large. Le Hellfest l'a bien compris, le métal, ce n'est pas non seulement son âge d'or historique, c'est aussi les vagues qui ont suivi, même celles qu'on a injustement maîtrisées. Something takes a part of me. Autre branche, le métal industriel. Là, on ajoute la machine. Des sons mécaniques, des rythmes martiaux, des samples, des textures froides, parfois une esthétique très carrée, très usine, très acier. Nine Inch Nails, Fear Factory, Rammstein. Là encore, ce sont des mondes différents, mais on sent la même idée de collision entre l'humain et la machine. Rammstein, par exemple, a poussé le truc très loin. Musicalement, c'est massif, simple en apparence, terriblement efficace, visuellement, c'est du théâtre pyrotechnique, du rituel industriel, du cabaret de haut fourneau. On peut critiquer, on peut trouver ça trop calculé, trop spectaculaire, parfois presque trop parfait dans son efficacité. Mais sur scène, il faut reconnaître que le métal industriel, c'est parler au corps. C'est carré, ça tape, ça avance. Le métal industriel montre aussi que le métal n'est pas condamné au cliché du groupe de 5 types avec guitare, basse, batterie, cheveux et ampli. On peut absorber l'électronique, la répétition, la froideur synthétique. Il peut sonner comme une chaîne de montage devenue folle. Et dans un festival comme le Hellfest, ce genre fonctionne très bien parce qu'il combine puissance sonore et impact visuel. Parfois, le public n'a pas besoin d'une dissertation. Il lui faut juste un riff, un beat, une flamme et un refrain scandé par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Du hast mich. Du hast mich. On parle souvent du métal comme d'une histoire anglaise, américaine, allemande, scandinave. Mais la France a aussi sa carte à jouer. Trust, on l'a évoqué, colère sociale, rock dur, texte en français, Load Blast pour le death metal français, Mass Hysteria pour l'énergie fusion industrielle très française dans le rapport au texte et au slogan, Alceste pour un métal plus atmosphérique, rêveur entre black metal, shoegaze et lumière fragile. Et puis Gojira. Gojira, c'est le groupe français qui a franchi un cap international. Technique, lourd, spirituel, écologique, intense, un métal qui ne se contente pas de taper fort, mais qui cherche une forme d'élévation. Ce qui est intéressant avec Gojira, c'est qu'ils ont réussi à être respectés sans gommer leur singularité. Ils ne font pas comme les Américains, ils ne font pas comme les Anglais. Ils ont un son, une patte, une manière de faire respirer la lourdeur. Le métal français n'a pas toujours eu la reconnaissance qu'il mérite. Il a longtemps souffert d'un complexe ou d'une invisibilité, mais les choses ont changé. Le Hellfest a aussi servi à ça, donner une visibilité énorme à des scènes qui existaient déjà, mais qui n'avaient pas toujours l'exposition. Après, attention, il ne faut pas croire que le Hellfest fabrique tout. Le festival montre, il amplifie, il donne une scène. Mais les groupes, les scènes locales, les labels, les salles, les assos existaient avant et continueront après. C'est une nuance utile. Le Hellfest est un phare, mais il n'est pas l'océan.
Maintenant qu'on a traversé quelques familles du métal, revenons au Hellfest lui-même. Avant le Hellfest, il y a le Furyfest. Une aventure plus underground, plus hardcore, plus bricolée, plus proche du on fait ça parce qu'on en a besoin que du on va créer une grande destination touristique des musiques extrêmes. Le Hellfest naît en 2006 à Clisson dans cette continuité. Clisson, sur le papier, ce n'est pas l'endroit le plus évident pour installer l'un des plus grands festivals métal d'Europe. Ville médiévale, patrimoine, jolie pierre, ambiance plutôt carte postale, et puis chaque année débarquent les t-shirts noirs, les vestes à clous, les barbes, les patchs, les maquillages, les tatouages, les cornes à boire, les gens déguisés en n'importe quoi, mais avec une organisation parfois plus sérieuse qu'un séminaire de cadre. Le Hellfest a grossi, beaucoup. Il est devenu un rendez-vous énorme avec des scènes gigantesques, une scénographie impressionnante, une identité visuelle très forte, une billetterie qui part à une vitesse ridicule et une place médiatique que presque aucun festival métal français n'aurait pu imaginer il y a 20 ans. C'est une réussite, mais une réussite qui mérite d'être discutée. Parce que quand une culture mais alternative devient une institution, il se passe forcément quelque chose. On gagne en visibilité, en confort, en moyens, en qualité d'accueil, en reconnaissance. On perd parfois un peu de rugosité, de spontanéité, de sentiment d'être entre initiés. Il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant. Cette phrase est souvent un piège. Parfois, c'était mieux avant, ça veut juste dire j'étais plus jeune, j'avais moins mal au dos et la bière me semblait moins chère. Mais on peut quand même poser la question, qu'est-ce que le Hellfest devient? Un festival métal? Un festival rock élargi? Une marque? Un parc thématique pour adultes en noir, un événement touristique, un peu tout ça, probablement. Et selon ce qu'on vient chercher, on peut trouver ça génial ou fatigant. Neither the sword asunder. You call on me to solve a crooked rhyme. As I'm closing in. Ghost, c'est un bon exemple de cette tension. C'est métal, c'est hard rock, c'est pop satanique, c'est du théâtre, c'est un groupe pour puristes, pas vraiment. Est-ce que ça fonctionne en festival? Énormément. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Hellfest. Le festival, c'est ouvert. Il accueille des artistes pour plus grand public, plus rock, parfois moins strictement métal. Pour certains, c'est une trahison. Pour d'autres, c'est simplement l'évolution normale d'un événement qui veut continuer à exister à cette échelle. Le problème n'est peut-être pas l'ouverture en elle-même. Après tout, personne n'entre dans le métal et par un décret de pureté. On entre parce qu'on trouve une chanson connue, un pote, une affiche, un clip, un concert où on accompagne quelqu'un. Le vrai sujet, c'est plutôt l'équilibre. Si le Hellfest devient trop cher, il peut perdre une partie de son public historique. S'il devient trop confortable, il peut perdre du caractère. S'il devient trop photographié, il peut finir par ressembler à une expérience à consommer. S'il devient trop dépendant des grosses têtes d'affiche, il peut oublier son rôle de découverte. Et là oui, on peut être critique. Pas pour jouer les anciens combattants du patch, mais parce qu'une culture vivante a besoin qu'on la secoue un peu. Le Hellfest n'est pas sacré, le métal non plus d'ailleurs. On peut aimer profondément une scène et refuser de la transformer en bibelot de collection. La bonne nouvelle, c'est que le métal ne dépend pas d'un seul festival. Même si le Hellfest devenait demain trop institutionnel, trop premium, trop lisse, le métal continuerait ailleurs. Dans des petites salles, dans des bars, dans des locaux de répète, sur Bandcamp, dans des labels minuscules, dans des concerts où le chanteur vend lui-même les t-shirts après le set, dans des albums enregistrés avec 3 bouts de ficelle et une fois de camionneur mystique. Le Hellfest peut grossir jusqu'à devenir une ville, le métal lui continuera aussi dans les caves. Et parfois c'est dans les caves qu'il respire le mieux. Muse au Hellfest, c'est typiquement le genre de choix qui fait discuter. Certains trouvent ça logique, gros son, culture rock, riff, puissance scénique. D'autres grincent des dents, trop grand public, pas assez métal, pas assez extrême. Ce débat ne finira jamais, et tant mieux. Une scène sans débat, c'est une scène qui sent le musée. Le métal a toujours vécu de tensions, entre underground et grand public, entre brutalité et mélodie, entre sincérité et spectacle, entre chapelle minuscule et grande messe, entre puristes et nouveaux venus, entre le type qui connaît tous les passages vinyles et celui qui vient de découvrir Metallica hier soir. Le Hellfest cristallise tout ça. C'est pour ça qu'il fascine. Il est à la fois magnifique, excessif, critiquable, impressionnant, parfois agaçant, souvent réjouissant. On peut lui reprocher de devenir trop gros. On peut lui reconnaître d'avoir donné une visibilité incroyable à des musiques longtemps méprisées. On peut regretter certaines évolutions. On peut quand même prendre une claque devant un concert. Ces contradictions font partie du jeu. Le Hellfest n'est pas parfait. Aucun festival ne l'est. Mais si vous êtes là-bas, ou si vous écoutez ça en y pensant, vous avez une chose à faire. Allez voir les groupes, pas seulement les grands noms.
Allez traîner devant une scène que vous ne connaissez pas. Entrez dans un genre qui vous semble bizarre. Donnez 10 minutes à un groupe inconnu. Faites confiance à votre nuque. Elle sait parfois avant votre cerveau. Et si vous n'aimez pas, aucun drame, le métal est assez vaste pour accueillir vos refus. On se quitte avec Sepultura parce qu'il faut finir avec quelque chose de tribal, de direct, de terrien. Le genre de morceau qui rappelle que le métal peut changer de forme, traverser les pays, mélanger les racines, les colères, les rythmes et les cultures et rester immédiatement reconnaissable. Le Hellfest changera encore, il sera critiqué encore, il affichera complet encore, il agacera encore, il émerveillera encore, mais le métal, lui, n'attendra pas qu'on tranche le débat. Il continuera à jouer. Et bonne soirée, bon festival, protégez vos oreilles, hydratez-vous avec de l'eau, et si vous voyez quelqu'un tomber dans le pit, vous connaissez la règle, on le relève. C'était l'hebdo de la nuit, vous êtes toujours sur Radio Verse. Le Hellfest peut devenir énorme, le riff, lui, reste libre.